Je resalue l'ensemble des collègues. La séance est retransmise en vidéo, donc c'est une première à Montoire. Espérons que tout se passera bien, on va croiser les doigts. Mais à première vue, on a des techniciens hors pair. Donc une petite règle de bienséance pour que tout le monde puisse s'exprimer correctement. Je vous autorise à enlever votre masque pour parler. Pour deux choses. D'abord, c'est plus audible vis-à-vis de la vidéo qui va être captée, et aussi pour la personne qui fait la retranscription des débats, qui est quand même beaucoup plus facile à faire. Donc je vous remercie par avance. Et puis je vais procéder à l'appel. Alors, donc Nogathieri présent, Isabelle Leclanche, Didier Talbourdel, Françoise Bouvet, Évin Pascal, Catherine Jaunet, Hervé Battistella, Karine Huette, Michel Molin, Béatrice Riffaut, Julien Grégoire, Carole Jahan, Patrice Lelièvre, Malika Gallet, Bruno Chartier. Mélène Prodhomme s'est excusée et a donné un pouvoir à Bruno Chartier. Frédéric Amado est excusé. Pour l'anecdote, il est devenu papa depuis ce matin d'un petit garçon qui s'appelle César. Tout le monde va bien. Il a donné un pouvoir à M. Battistella. Florence Talbourdel, Yann Lemintec, Roselyne Lemestre, Cédric Huette. Vanessa Lemestre est absente et a donné un pouvoir à Roselyne Lemestre. Christophe Mouich qui est en visio. Présent. Merci Christophe. Pascal Plissonneau. Marie-Christine Delahaye. Joël Jouan. Alain Delaunay. Mallory Pénanec. Hugues Pétrel est absent et excusé et a donné un pouvoir à monsieur Pascal Plissonneau. Je vous remercie. Avant de commencer nos débats, j'aurai deux hommages à rendre à deux personnes qui nous ont quittés prématurément. Le premier, c'est le maire d'Herbignac, M. Moreau, qui durant 3 mandats, qui était très impliqué dans la vie de sa commune à Herbignac. Discret et exigeant, il a aussi été président du parc de Brière, donc c'est à ce titre que je souhaitais qu'on lui rende hommage. L'ayant croisé lors de mes activités professionnelles à cette occasion, je garde le souvenir d'un homme attachant et respectueux. Enfin, je voudrais aussi que ce conseil rende hommage à M. Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire et président de la Carène. Nous avons perdu un homme de mer, un défenseur de la construction navale qu'il a toujours soutenu et sans jamais renoncer à ses convictions par ailleurs. Il a su rassembler les énergies pour offrir à Saint-Nazaire une dynamique. Maître bâtisseur, visionnaire, homme de culture, il fut également un grand défenseur de l'art et des artistes. Proche de ses administrés, le Grand, c'est comme ça qu'il était surnommé, aura su créer un cadre de vie plébiscité aujourd'hui à Saint-Nazaire. Je vous propose, chers amis, chers collaborateurs, de vous lever pour pratiquer 1 minute de silence à leur mémoire. Merci pour eux. Je vous remercie.
Je vous propose d'approuver le procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 17 décembre 2020. Le procès-verbal vous a été adressé par mail à l'ensemble des élus le 28 décembre 2020. Y a-t-il des commentaires? Je vous propose de l'approuver à l'unanimité. Qui est pour? Des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Christophe, tu t'es pas prononcé? Je suis pour. Merci. J'ai oublié de citer le secrétaire de séance. Alors, comme Christophe Mouich est chez lui, il a du temps pour écrire, donc ça va être Christophe Mouich, le secrétaire de cette séance. Est-ce que tu es d'accord, Christophe? Merci, monsieur le maire, c'est un honneur. Je n'en doutais pas. Merci de ta volonté. Je donne la parole à monsieur Pascal Évin, adjoint aux finances et marchés publics, à propos du rapport d'orientation budgétaire. Bonsoir à tous. Afin de permettre de mieux appréhender les perspectives d'évolution des budgets primitifs, la loi du 6 février 1992 sur l'administration territoriale de la République a institué l'obligation pour les communes d'organiser un débat sur les orientations générales du budget. L'article L. 2312-1 du CGCT prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. De plus, l'article L. 1612-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012, prévoit que le budget d'une collectivité territoriale doit être adopté avant le 15 avril de l'année. Le rapport d'orientation budgétaire a pour vocation de présenter aux élus du conseil municipal les grandes tendances structurant le budget de la ville dans un contexte pluriannuel et de leur permettre d'échanger sur la stratégie financière présentée, tant en fonctionnement qu'en investissement. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. L'article L de la loi de programmation des finances publiques, donc 2018-2022, précise qu'à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale présente ses objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur en comptabilité générale de la section de fonctionnement, ainsi que l'évolution du besoin de financement annuel. Le rapport, donc joint en annexe 1, s'attache donc, comme chaque année, à dresser la déclinaison des perspectives budgétaires et financières de la commune en termes d'interconnexion entre la maîtrise des équilibres imposant une maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en développant les services rendus à la population d'une part, la péréquation horizontale, CRDF et FPIC, qui devrait rester quasiment stable, la volonté de contenir la fiscalité et celle de maintenir un autofinancement suffisant d'autre part. Soutien de l'effort d'investissement, avec notamment l'entretien du patrimoine existant. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le rapport donne le tracé, c'est-à-dire une tendance avec des orientations, en vue d'alimenter le débat, de lancer la discussion sur les priorités, d'établir des choix, de procéder aux arbitrages, tant en matière de dépenses que de ressources pour 2021 et les années à venir. Les données décrites dans le rapport resteront à mettre régulièrement à jour, mais synthétiquement, la ville est en bonne santé financière, ce qui laisse des possibilités d'investir dans le programme de mandat, donc aux environs de 17 millions d'euros, d'entretenir son patrimoine, 9 millions d'euros, et de continuer à apporter un haut niveau de service à la population, 11,5 millions d'euros annuels, soit en régie directe, soit via le subventionnement d'associations, tout en gardant le cap d'un autofinancement au moins égal à 15% des recettes réelles de fonctionnement, ainsi qu'un ratio de désendettement autour de 5 ans. Aux côtés de l'entretien du patrimoine, environ 3,5 millions d'euros d'investissement sont envisagés dès 2021. 2021 sera d'ailleurs par ailleurs l'année de construction du plan pluriannuel d'investissement, donc le PPI. Il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir délibérer et acter que le débat relatif aux orientations budgétaires 2021 a bien eu lieu à l'appui du présent rapport, puis de valider les orientations budgétaires présentées. Donc, avant de procéder au vote,
On vous propose en fait un petit diaporama qui reprend les points principaux du ROB qui vous a été envoyé, soit par mail, soit par courrier. Voilà. Donc ça, c'est la plage de garde. Donc, concernant le contexte national, donc on a retenu en fait 3 faits marquants pour 2020. Tout d'abord, un net recul du produit intérieur brut en 2020, avec une chute de 8,3%. Donc, c'est illustré sur le graphique en haut et à droite. En fait, on voit bien que c'est une situation inédite. Et pour avoir une situation similaire, il faut en fait remonter à 2009, au moment de la crise financière. Mais même dans cette année-là, le recul du PIB n'avait été que de 3%. Deuxième fait marquant, le déficit de l'État, donc hors périmètre des collectivités locales et de la sécurité sociale, il est passé en fait de 93 milliards d'euros en 2019 à 178,2 milliards d'euros en 2020, donc quasiment le double. C'est aussi 30 milliards de plus que le déficit enregistré en 2009 lors de la crise financière. Et troisième indicateur, le nombre de chômeurs, donc catégorie A enregistré une forte hausse en 2020, donc plus 7,5%. Au troisième trimestre 2020, le nombre de chômeurs s'établissait à 2,7 millions de personnes, soit 9% de la population active. Selon la Banque de France, le taux de chômage pourrait bondir pour atteindre un pic autour de 11% au premier semestre 2021, pour repasser sous le seuil de 10% dans le courant de 2022. Cependant, malgré l'incertitude, la Banque de France projette une croissance de 5% pour 2021. Alors, le gouvernement est plus sur une base de 6%. Les prévisions pour les années 2022 et suivantes restent pour le moment inchangées dans la loi de programmation pluriannuelle, avec un retour à un quasi-équilibre budgétaire en 2022. Donc, je ne sais pas s'il est très lisible, mais il y a un petit dessin en fait en bas et à droite qui indique que la croissance en fait correspond à l'évolution du produit intérieur brut, mais sans l'impact sans la variation de prix, c'est-à-dire sans l'inflation. Concernant la loi de finances 2021, donc elle est largement impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Elle intègre un plan de relance économique ambitieux, le plan France Relance. Donc les objectifs de ce plan de 100 milliards d'euros sont le verdissement de l'économie, l'amélioration de la compétitivité des entreprises et le soutien aux plus fragiles. Donc on a un petit tableau en dessous qui montre les sommes affectées à chacun de ces objectifs. Donc pour l'écologie, 30 milliards d'euros, la compétitivité, 34 milliards d'euros et la cohésion, 36 milliards d'euros. Concernant l'amélioration de la compétitivité des entreprises, elle passe par une réduction des impôts de production, et en particulier par une nouvelle méthode de calcul de la valeur locative des établissements industriels. Et donc la commune de Montoire est directement concernée par le foncier bâti. Donc cette modification de méthode de calcul devrait conduire à une baisse de la taxe foncière payée par ces établissements industriels. Mais au moins pour 2021, cette baisse sera compensée par l'État en totalité. Mais quid au-delà? La loi de finances 2021, c'est aussi la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et pour les communes, son remplacement par le foncier bâti départemental avec compensation du produit de la taxe d'habitation sur la résidence principale au taux de 2017 avec les bases 2021. C'est aussi le gel des dotations aux collectivités locales, donc la DGF, au niveau de l'an dernier. À l'intérieur de cette enveloppe fermée, certaines dotations augmentent, les DSU, DSR, DI, ce qui fait mécaniquement baisser les autres. Montoire n'a plus de DGF, mais contribue au redressement du déficit public par une ponction de 125 000 euros par an sur ses ressources. Autre mesure, le fonds de péréquation horizontale, donc le FPIC, est stabilisé à 1 milliard d'euros. Montoire y contribuait à hauteur de 330 500 euros en 2020, mais sa répartition peut être impactée par les évolutions des autres structures. L'automatisation de la déclaration au FCTVA se met progressivement en place. Un coefficient de progression des valeurs locatives de plus de 0,2% pour le foncier bâti a été acté. On a également une simplification de la taxation de l'électricité qui est envisagée et un transfert de la gestion d'ici 2023 de la taxe d'aménagement à la DGFiP. Concernant le contexte de la Carène, donc on a des équilibres financiers qui sont toujours très bons. La capacité de désendettement de la Carène est une des plus favorables des communautés d'agglomération de la même importance.
c'est-à-dire la strate des 120 000 à 140 000 habitants. Et la Carène bénéficie de niveaux d'épargne 17%, supérieurs à ceux des communautés de la région, ce qui lui permet d'investir de manière soutenue. La prospective financière prévoit de financer sur le PIC 4, donc c'est le programme pluriannuel d'investissement qui débutera courant 2021, un montant moyen d'investissement de près de 34 millions d'euros par an sur le budget principal, soit un montant supérieur au PIC 3 actuel de 28 millions d'euros par an, et non pas 28 euros. Petit faute de frappe. Concernant le contexte de la ville, on en fait sur Montoire un potentiel financier de 2 516 euros par habitant, alors que la moyenne de la strate est de 1 016 euros simplement par habitant. Montoire est une commune fortement contributrice dans les mécanismes de péréquation verticale et horizontale mis en œuvre depuis fin 2012, donc essentiellement le FPIC et le CRDP, puisqu'on a une DGF négative. Le produit fiscal nécessaire aux équilibres budgétaires est obtenu avec les bases de fiscalité élevées, 39,7 millions d'euros, et des taux qui sont restés très bas, donc 9,81% pour le foncier bâti. Les ressources de la ville sont issues d'un développement économique conséquent, puisque le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire se trouve en partie sur notre territoire. Cela emporte une attribution de compensation versée par la Carène en compensation de la taxe professionnelle élevée. Mais la contrepartie, c'est une forte dépendance des ressources de la ville. Ces ressources versées par la Carène représentent la moitié des ressources de fonctionnement. C'est ce qu'on va pouvoir voir dans la planche suivante. Donc, concernant la structure du budget, tout d'abord les ressources. Donc, pour l'année 2021, elles sont estimées à 13 777 573 euros, sachant que ce montant ne prend pas en compte le résultat positif de 2020 de 840 274 euros qu'il va falloir ajouter pour avoir les recettes totales de fonctionnement. En fait, au vu du graphique, deux types de recettes concentrent pratiquement 89% de l'ensemble des recettes de fonctionnement. Ce sont donc les dotations de la Carène qui représentent 50,2% des ressources, donc à travers deux versements, l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire. On a également la fiscalité locale qui représente 38,9% des recettes, donc fiscalité directe à travers la taxe d'habitation et la taxe foncière, mais également fiscalité indirecte à travers la taxe locale, par exemple sur les publicités extérieures, la taxe sur les pylônes, etc. Les autres natures de recettes, qui du coup ne représentent plus que 11%, sont constituées des ventes et prestations de services, donc 2,7%. C'est pas forcément très lisible à l'écran. Donc ces ventes concernent essentiellement la restauration et le multi-accueil. On a également les autres produits de gestion courante qui représentent 3,8% des recettes de fonctionnement. Donc là, il s'agit essentiellement des loyers perçus, dont celui de la gendarmerie. Les dotations participation, 4,2%. Donc ce sont essentiellement les subventions de la CAF qui sont ici visées. Et les atténuations de charges, 0,2%. Là, ce sont essentiellement les remboursements, notamment des heures de délégation pour les personnels municipaux qui ont un mandat syndical. C'est bon ? Donc, concernant la structure des dépenses, pour 2021, elles sont estimées à 11 542 490 euros. Et là, c'est pareil. À travers le graphique, on voit qu'il y a trois natures de dépenses qui se détachent nettement. Tout d'abord, les charges de personnel, donc c'est la fraction la plus importante, avec 60,1% des dépenses de fonctionnement. Donc, il y aura des planches spécifiques à venir. Les dépenses à caractère général qui représentent 19,6%. Donc là, ce sont tout ce qui touche autour des achats de fluides, de fournitures, les contrats, etc. Et les autres charges de gestion courante qui représentent 13% des dépenses de fonctionnement. Et dans ce chapitre-là, on trouve essentiellement les subventions versées aux associations. Les autres natures de dépenses, qui elles représentent 7,3%, concernent d'une part les atténuations de produits, donc pour 4% des dépenses, c'est-à-dire en fait la contribution de la ville au FPIC et au CRDP, les charges financières pour 2,7%, les dépenses imprévues pour 0,4% et les charges exceptionnelles pour 0,2%. Au niveau de sa dimension pluriannuelle, donc l'étude de prospective 2018-2021, on note tout d'abord une progression des frais de personnel,
Donc, il s'élevait à 6 515 000 au CA 2019. Donc, le CA, c'est le compte administratif, donc ça reflète le réalisé. Ces frais de personnel se montaient à 6 648 000 à fin 2020 et au prévisionnel de 2021, ils sont estimés à 6 933 000. L'augmentation en 2021 s'explique notamment par la création du service animation jeunesse, le renforcement des services de police municipale et aussi la création du poste notamment de directrice du pôle ressources. Et bien sûr, on a également l'impact du Covid-19, notamment sur l'emploi des contractuels qu'il a fallu recruter en plus. Par contre, sur le chapitre des autres charges de gestion, ouais, on n'est pas sur la même planche. Voilà. Concernant les autres charges de gestion, on note une diminution liée notamment à la dissolution de l'association Starter qui entraîne donc la suppression de la subvention correspondante qui était de 155 000 € annuels. Au niveau des charges à caractère général, donc pour 2021, elles progressent et sont liées notamment donc, à la crise sanitaire, à la prise en compte de la protection de l'environnement et également à la création du service animation jeunesse. Pour ce qui est du point spécifique de l'évolution des charges de personnel, donc quand on prend le graphique en haut et à gauche, on s'aperçoit qu'il y a une évolution un petit peu en dents de scie. À fin 2017, le montant de ces charges était de 6 480 678 €. Fin 2018, elles augmentent pour passer à 6 621 886 €. Elles redescendent en 2019 pour atteindre 6 515 000 €. Remontée en 2020 pour atteindre 6 648 000 €. Et encore une fois, la prévision pour 2021 est de 6 933 000 €. À côté, on a fait un zoom sur la répartition de la masse salariale par statut, sachant que la masse salariale ne correspond qu'aux rémunérations brutes versées, alors que les charges de personnel intègrent toutes les charges liées au personnel, et notamment les cotisations sociales patronales. Donc, au niveau de la masse salariale, en 2020, 13% de la masse était affectée au paiement des contractuels et donc 87% au montant du salaire des titulaires. Pardon. On a également repris un petit graphe qui représente la répartition des hommes-femmes par tranche d'âge. Donc là, sur ce graphique-là, on peut voir que les femmes sont les plus présentes dans la tranche d'âge 41-50 ans, alors que les hommes, eux, se répartissent pour moitié entre la tranche 41-51 ans et 56 ans et plus. Bon, c'est une petite info. Concernant les recettes d'investissement pour 2021, elles sont estimées à 7 355 876 € et proviennent d'une part de l'autofinancement prévisionnel qui provient du fonctionnement, donc à hauteur de 3 98 731 € et d'un résultat excédentaire d'investissement de 2020 d'un montant de 3 169 145 €. Dans les recettes d'investissement, on intègre également le FCTVA pour un montant estimé à 400 000 €, des subventions à hauteur de 444 000 €, mais dans ce montant est intégré notamment une subvention Carène pour le cheminement doux Cadréan de 400 000 €, c'est le poste le plus important. On a également dans les recettes d'investissement la taxe d'aménagement pour 190 000 € et enfin des cessions de terrain estimées à 54 000 €. Au niveau de la stratégie financière de la ville, elle s'articule en fait autour de 3 axes. Donc tout d'abord, la volonté de maintenir un taux d'épargne brute à 15% minimum. Donc le taux d'épargne brute, c'est le rapport CAF brut sur recettes de fonctionnement. Une épargne nette positive avec un minimum fixé à 1 million €. Et enfin, la volonté de conserver une capacité de désendettement autour de 5 ans en 2026. Donc c'est ce qui est illustré dans le tableau en dessous de ce chapitre-là. Je ne sais pas si c'est très, très lisible. Au niveau de la ligne numéro 6, le montant de la CAF brute, elle est estimée à fin 2026 à 2 244 000 €. Et en fait, ça représente un montant une proportion de 15,2%, un taux d'épargne de brut de 15,2%. Donc conforme à l'objectif des 15% qu'on avait évoqué tout de suite.
Ensuite, sur la ligne 11, on voit qu'en 2026, on atteint un montant de CAF net de 1 789 000. Donc là aussi, largement supérieur au million d'euros minimum qu'on voulait requérir. Et sur la dernière ligne, la ligne 18, la capacité de désendettement, on voit que le ratio est de 5,1. Donc cohérent également avec la stratégie financière qu'on voulait avec une capacité de désendettement à 5 ans. On a par contre des points de vigilance, donc il faut qu'on soit vigilant sur notamment sur une évolution maîtrisée des charges de gestion. Et on a pris en compte également une évolution des recettes de foncier bâti autour de 2,5% par an. Au niveau du programme d'investissement, il faudra également être vigilant sur les deux types d'investissements. Donc les investissements récurrents donc, qui concernent l'entretien du patrimoine, donc voirie plus bâtiment, mais également les moyens de service et la réserve foncière, et également être vigilant sur les programmes du MINICIP. Au niveau de ces dépenses d'investissement, elles sont évaluées pour 2021 à 6 210 542 €, donc avec un premier poste de 295 500 €. Donc c'est un poste obligatoire puisqu'il concerne le remboursement annuel du capital des emprunts déjà contractés. On a rajouté une ligne de 40 000 € pour les dépenses imprévues, donc de manière à pouvoir faire face aux aléas. Ensuite, on a donc nos deux types d'investissements. Donc 2 411 571 pour les investissements récurrents, dont 404 000 sont des réinscriptions de 2020. Et pour les nouveaux programmes, donc liés à des décisions d'élus, 3 463 471 €. Concernant les investissements récurrents, donc ils se décomposent en 3 chapitres. Ce qui concerne d'abord l'entretien du patrimoine, montant budgété 1 495 250 €, dont 689 050 affectés au bâti, 322 200 affectés à la voirie, 127 500 affectés au cadre de vie, 132 000 à l'éclairage public et 30 000 pour une ligne autre. Au niveau des moyens des services, donc la prévision est de 559 321 €, donc 263 000 pour les véhicules, 118 600 pour le poste informatique, 20 000 pour la nouvelle structure animation jeunesse et autres 157 721. Au niveau de la réserve foncière, on a prévu un montant de 357 000 € et donc la somme de ces 3 chapitres représente les 2 411 571. Concernant le nouveau programme, donc 3 463 471, dans ce nouveau programme sont intégrés notamment des réinscriptions de 2020, le restaurant Jean Jaurès pour 1,2 million d'euros, ainsi que l'espace Châteaubriand et la signalétique, qui était déjà prévue en 2020. Au niveau de notre potentiel, donc là on a fait sortir deux éléments. Tout d'abord, le capital restendu de la dette, donc au 31 décembre. À fin 2020, le montant de cette dette était de 8 030 kg. Et par rapport à ces 8 030, on envisage un recours à l'emprunt sur le municipal de 5 300 kg, donc plus 8 030 plus 5 300, moins des remboursements d'emprunt sur la même période de 1 941 kg. On arrive à un montant final en 2026 de 11 389 kg. En fait, le montant est important, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a toujours le ratio de désendettement de 5 ans. On a également fait apparaître les 3 indicateurs concernant l'autofinancement. Donc, l'excédent brut de fonctionnement, qui représente la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Ensuite, la CAF brute, qui correspond en fait à l'excédent brut de fonctionnement moins le résultat financier et exceptionnel. Et enfin, la CAF net, qui correspond à la CAF brute moins le remboursement en capital de la dette. Donc si on prend simplement la CAF net, on part d'un montant à fin 2020 de 2 639 kg pour arriver à fin 2026, donc à 1 789 kg. Donc on voit une diminution progressive, mais enfin ça c'est une volonté des élus. Mais en tout cas, ce montant de 1 789 kg est largement supérieur au montant minimum de 1 million d'euros qu'on s'était fixé. Concernant notre programme d'investissement, donc il va s'élever autour de 26 millions d'euros et va se ventiler entre des investissements récurrents
donc concernant l'entretien du patrimoine à hauteur de 9 millions d'euros, c'est-à-dire 2,4 millions pour 2021, comme on vient de l'indiquer, plus une moyenne de 1,3 million d'euros par an sur 5 ans. Ça fait donc nos 9 millions d'euros et plus 17 millions d'euros d'investissement directement liés à la décision des élus du nouveau municipal. Voilà, j'en ai fini moi pour la partie orientation budgétaire. Merci Pascal, un exercice pas toujours facile et je te remercie de ton élocution et j'espère que les gens ont pu bénéficier de tes lumières par rapport à ça. Les documents, je le précise pour le public qui nous regarde, ont été envoyés préalablement à l'ensemble des élus. Merci Monsieur le maire. Je t'en prie. Y a-t-il des commentaires? Pas de prise de parole? Monsieur Jouan. Donc, grâce aux efforts de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement, c'est-à-dire les charges à caractère général et les charges de personnel notamment, la ville a terminé le dernier municipal avec un ratio d'épargne brute de 24% des dépenses réelles de fonctionnement et une capacité de désendettement de 2,4 années. Nous avions aussi mis de l'épargne de côté, donc avec un résultat positif. Par contre, le budget 2021 sera un budget de transition, sans grands investissements. Le gros des dépenses seront les récurrents, donc 2 471 000 au lieu de 1,3 million, c'est-à-dire l'entretien du patrimoine et en fait en grande partie la poursuite du programme de l'ex-majorité. Nous déplorons que l'accent ne soit pas mis davantage sur la maison de santé tant attendue des Montoirines et Montoirins, seulement 265 000 euros. Nous craignons par ailleurs une inflation du poste personnel dans les années à venir suite aux embauches conséquentes, police municipale, jeunesse entre autres. Nous entendons bien que l'on fasse ressortir une économie de 155 000 euros en 2021 par les dissolutions de Starter, mais ce n'est qu'un transfert vers des charges de personnel et à caractère général, ce qui, à notre avis, ne sera certainement pas suffisant. Il faut surveiller aussi l'évolution de la masse salariale en vue de ne pas dépasser les 2% d'augmentation à partir de 2022, et ceci sans diminuer le nombre de postes actuels. En 9 mois de municipal, aucun plan pluriannuel d'investissement n'a été défini, seulement des souhaits de projets dont beaucoup ont été prévus sous le municipal précédent et réalisables grâce à notre bonne gestion antérieure. Voilà. Quand tu évoquais le montant de 265 000 euros pour la maison médicale, ça ne concerne que la maîtrise d'œuvre. Bien sûr, nous, la construction de la maison médicale va intervenir dans notre municipal. Là, on a projeté, en fait, on a indiqué, on avait un budget de 17 millions d'euros pour tout ce qui était nouveaux investissements. Et bien sûr que la maison médicale en fait partie. Non, mais j'ai bien compris, mais ce que je reproche à travers ça, c'est qu'on n'avance pas tellement sur la maison médicale. Alors que c'était pour nous, c'était une urgence. Je vais répondre à cette remarque pertinente, comme toutes tes remarques, Joël. La maison médicale, si je reprends l'historique, ça faisait quasiment 4 ans ou 5 ans que vous l'aviez dans vos cartons. Nous, on l'a découvert la dernière année du dernier municipal, à notre niveau, quand on était dans l'opposition. Aujourd'hui, la maison médicale, c'est une priorité. Alors, ça ne se voit pas forcément dans les chiffres, mais depuis que nous sommes élus, c'est-à-dire 6 mois, nous avons déjà rencontré 3 fois la SONADEV pour revoir les plans et le montant des investissements, et nous rencontrons les médecins le 15 mars prochain. J'estime que sur un dossier de cette telle envergure, dire qu'on n'a pas axé la priorité sur ce projet me semble... Bon, voilà, après je prends acte, hein, c'est le rôle de l'opposition de faire des remarques et je les prends comme telles, mais vous inquiétez pas, le 15 mars nous rencontrons les médecins parce que déjà, pour qu'on puisse avancer sur ce projet, il faut que l'ensemble des praticiens qui ont été recensés donnent leur accord et fonction de s'ils veulent accéder à la propriété ou accéder à la maison médicale par le biais du locatif,
il y a aussi des choses à revoir. Alors, permettez-moi, alors je ne remets pas en cause votre bilan, moi je n'ai jamais critiqué votre bilan sur la précédente mandature. Simplement, la maison médicale, vous l'aviez dans vos cartons depuis 4 ans ou 5 ans. Il y a eu une mauvaise communication, enfin je mets ça sur le dos de la mauvaise communication, après je n'irai pas faire la polémique sur ce sujet, entre la municipalité, enfin la majorité de la municipalité sur la précédente mandature et les médecins. Moi je suis aucunement responsable que le projet a traîné. Voilà, donc dont acte. Moi je dis toujours, ça sera à la fin du municipe ou avant même qu'on commencera à tirer les conclusions. Donc soyez un peu patients. Mais entre un dossier qui était dans les cartons depuis 4 ans et puis nous, ça fait 7 mois que nous sommes aux commandes, vous me permettrez de penser, on a le droit de ne pas être d'accord, mais que nous sommes dans les temps et dans notre tableau de marche. Est-ce que quelqu'un veut faire d'autres commentaires ? Je ne vois pas. Ah, excuse-moi, Monsieur Delaunay, s'il vous plaît. Oui. C'est juste, j'étais surpris à la lecture des tableaux sur notamment le recours potentiel à l'emprunt à partir de 2022. Alors quand même, on a des fonds de roulement qui sont assez exceptionnels. Je trouve assez curieux quand même qu'on essaye de mettre des fonds de roulement pratiquement qui vont dépasser les 2 millions d'euros et puis remettre une ligne avec un recours potentiel à l'emprunt qui part à 1 million d'euros, 1,3 million. C'est juste une interrogation de ma part, quoi. En fait, tout est articulé autour de nos trois axes. Donc l'autofinancement à 15%, la capacité nette d'autofinancement à 1 million d'euros net et la capacité de désendettement. En fait, on a fait jouer le montant de l'emprunt en fonction de ces trois critères-là. Donc, comme les recettes et les dépenses de fonctionnement n'évoluent pas de la même manière d'une année sur l'autre, bon, c'est en fait l'emprunt qui fait le tampon entre les deux. Ça, j'entends bien, mais ce qui est surprenant, c'est quand même le fonds de roulement. Vous avez un fonds de roulement qui me semble un peu exceptionnel pour une commune de la strate de Montoire. Si on avait un fonds de roulement à 1 million d'euros, c'est peut-être largement suffisant plutôt que d'atteindre les 2 millions d'euros. C'est peut-être. Oui. C'est ce que nous a. Enfin, on s'est fait aider d'un cabinet extérieur, donc et lui, c'est ce qu'il nous a préconisé. Enfin, c'est ce qu'il nous a proposé, oui. Et en discutant entre nous, on s'est tous mis d'accord pour un minimum à 1 million d'euros. Sachant que c'est vraiment le socle mini. J'ai lu, oui. Qui avait 2 millions d'euros, mais je trouve que c'est quand même assez important. C'était juste une observation. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'essayer de jouer par rapport au recours à l'emprunt qui peut se décaler dans le temps, quoi. Là, ouais. On prend note de votre constatation. Et puis juste une autre chose, oui, j'ai vu dans le PowerPoint, à un moment donné, on parlait des cessions de terrain pour 54 000 euros qui étaient positionnés en investissement. Normalement, il me semble, mais à vérifier, que les cessions de terrain doivent être portées sur du fonctionnement. Mais c'est bon. Il y a effectivement une écriture comptable, mais en général, dans l'absolu, les cessions viennent financer à terme de l'investissement. C'est pour ça qu'on les a inscrites en ressources potentielles d'investissement. Okay, merci. D'autres observations, d'autres commentaires? Non? Je vous propose de délibérer donc et acter que le débat relatif aux orientations budgétaires 2021 a bien eu lieu à l'appui du présent rapport, puis de valider les orientations budgétaires présentées. Donc, est-ce que ça apporte un vote? Pas forcément. Oui? D'accord. Donc, délibérer et acter que le débat relatif aux orientations budgétaires 2021 a bien eu lieu à l'appui du présent rapport. Je vous demande, si vous le souhaitez, d'approuver ce débat. Y a-t-il des avis contraires? Si vous pouvez lever la main un peu plus haut, parce qu'avec les gens en quinconce, donc 3 avis contraires. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Puis de valider les orientations budgétaires présentées.
Y a-t-il des avis contraires? 3 avis contraires. Des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Juste pour l'anecdote, il y a un an, quasiment jour pour jour, nous avions exactement le même débat. L'issue nous est plus favorable que l'année passée. C'est bien le changement, ça a parfois du bon. On va passer au sujet suivant. Consultation pour l'ensemble des contrats d'assurance de la ville de Montoire de Bretagne. Présentation par Monsieur Pascal Évin, adjoint aux finances et marchés publics. Les contrats d'assurance de la ville de Montoire de Bretagne arrivent à échéance au 31 décembre 2021. La commune souhaite relancer l'ensemble de ces contrats pour une durée de 4 ans. Ils se décomposent en plusieurs lots. Pardon Pascal, juste un oubli, parce que comme il n'est pas présent, Christophe, est-ce que tu valides la délibération de présentation du budget? Tout à fait, je valide. Ok, je te remercie. Et est-ce que, parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout, c'est vrai qu'il va falloir que quelqu'un me rappelle à chaque fois d'interroger Christophe et de valider les orientations budgétaires présentées. Allô Christophe? Oui, je valide également. Ok, je te remercie. La prochaine fois, je ne t'oublie pas, je te promets. Merci. Donc, la commune souhaite donc relancer l'ensemble de ces contrats pour une durée de 4 ans. Ils se décomposent en plusieurs lots. Lot 1, dommages aux biens et risques annexes. Lot 2, responsabilité civile et risques annexes. Lot 3, flotte automobile et risques annexes. Lot 4, protection juridique des agents et des élus. Et lot 5, risques statutaires du personnel. L'estimation financière ci-dessous prend en compte les 4 années. Donc pour le lot 1, 51 000 € hors taxe. Lot 2, 42 000 € hors taxe. Le lot 3, 61 000 € hors taxe. Lot 4, 2 000 € hors taxe. Et lot 5, 115 000 € hors taxe. Sachant qu'il s'agit d'une garantie les 115 000 € correspondent à une garantie de base, si on a un petit astérisque. En fonction des différentes garanties souscrites, le montant du risque du lot risque statutaire du personnel est susceptible de tripler. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir lancer une consultation en procédure formalisée conformément aux articles L 2124-2 et R 2161-2 à R 2161-5 du Code de la commande publique. Relancer une consultation en cas de procédure infructueuse sous forme de procédure négociée selon l'article L 2124-3 6 du Code de la commande publique. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les pièces démarchées qui en découleront, ainsi que tout avenant conformément aux dispositions du Code de la commande publique et plus particulièrement de son article L 2194-1. Le financement est inscrit au budget communal 2021 sous les imputations budgétaires suivantes. Donc pour les lots 1 et 3, c'est le compte 616-1-020. Lot 2 et 4, compte 616-8-020. Et lot 5, compte 645-5-020. À la lecture de cette délibération, y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires. Donc je soumets cette délibération à vos votes. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Monsieur Mouich? Je suis pour. Je vous remercie. Nous passons au sujet suivant, le tableau des effectifs mis à jour. Présentation par Monsieur Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Bonsoir. Donc, transformation de postes. Vu la délibération du 2 octobre 2020 pour la création de postes de 2 gardiens brigadiers, vu la délibération du 13 novembre 2020 pour la création d'emplois permanents service accueil jeunesse, vu l'avis favorable de la Commission des ressources humaines du 2 février 2021, il est proposé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver les évolutions suivantes. Transformation d'un poste de brigadier de police municipale créé au Conseil municipal du 2-10-2020 en un poste de brigadier chef principal de police municipale, catégorie C, visant à adapter la nature du poste au grade de l'agent, date d'effet du 1-3-2021. Transformation d'un poste animateur catégorie B, créé au Conseil municipal du 13 novembre 2020
vers un poste adjoint territorial d'animation catégorie C, visant à adapter la nature du poste au grade de l'agent. Date d'effet le 1-3-2021. Modification de la date de création d'un poste animateur jeunesse, grade d'adjoint d'animation catégorie C. La création initiale prévue le 1-7-2021 est avancée au 1-4-2021 pour correspondre aux arrivées des agents recrutés pour cette structure et pour que l'activité soit opérationnelle pour la période estivale 2021. Date d'effet le 1-4-2021. Y a-t-il des commentaires ou des observations? Madame Pénanec. C'est avec surprise que nous avons pu voir dans un document joint que les murs de la Maison de la Jeunesse appartenaient à la Carène. Et en ce qui concerne le poste d'animateur de catégorie B, pourquoi le rétrograder à un poste de catégorie C pour le former? N'avez-vous pas trouvé de candidats qualifiés ou diplômés pour ce poste, sachant qu'il y a besoin de faire démarrer rapidement le projet de la jeunesse, qui sont actuellement livrés à eux-mêmes? Donc, pour l'animateur, tout simplement, c'est parce qu'il n'a pas le grade. Il est en train de préparer son concours pour passer le grade. Dès qu'il aura son concours, et on l'espère pour lui, il passera en catégorie B. En ce qui concerne le bâtiment, je suis quand même, comme vous, Madame Pénanec, on l'a découvert que le bâtiment n'appartenait pas à la ville, mais à la Carène. Donc, je ne sais pas si nos anciens, Joël, qui est un ancien élu de très longtemps, si tu étais au courant, mais on a eu la surprise de le découvrir. Je découvre moi aussi. Bon. Voilà, donc on va faire le mea culpa des anciens, et donc c'est une situation... mais bon, on va pouvoir continuer quand même à l'utiliser au niveau de la municipalité, au niveau de notre service jeunesse, je vous rassure, sur ce plan-là. D'autres commentaires Oui, Madame Delahaye. Ben, je dirais depuis le début de la mise en place. Ben, écoutez, on a fait des recherches, je me suis renseigné, parce que j'ai été le premier étonné quand, parce que forcément, il va falloir faire des modifications, et quand on a ressorti le dossier, il s'est avéré que c'était la Carène qui était propriétaire des murs. Donc voilà. Donc moi, je suis comme vous, étonné. Enfin, j'ai été étonné, maintenant je ne le suis plus, mais je comprends votre désappointement ou votre découverte, mais voilà. Alors il faudrait rappeler certains anciens qui pourraient s'en rappeler, mais Joël, tu étais déjà au conseil municipal quand le bâtiment a été construit. Le problème, c'est qu'on a vu certains anciens et ils découvrent eux autres aussi. Donc, Ah oui? non, voir si on a les actes ou quelque chose, parce que là, je ne comprends pas. Ben, on a les actes, hein, je confirme. Alors après, je ne sais pas si on est habilité à vous donner une copie, mais je passe la parole à Françoise Bouvet, qui a suivi le dossier mieux que moi. C'était la politique de la ville. Dans le cadre de la politique de la ville. Financée par la Carène. Et donc le local appartient à la Carène. C'était financé par la Carène et par la région, je crois. Mais ce n'est pas pour ça que l'acte, si, obligatoirement, il est... je ne sais pas. Non, mais écoutez, on a interrogé les services de la Carène, parce que devant notre étonnement, ils nous ont dit « si, ça nous appartient ». Alors après, ils ne vont pas nous mettre de bâton dans les roues pour le faire fonctionner, mais étonné, mais voilà, c'est la réalité. Donc voilà. Donc après, moi, je rejette la faute sur personne. C'est un constat et je pense, alors les anciens, je ne sais pas qui était à l'époque de la construction à l'origine, mais sur les actes, c'est bien précisé que le bâtiment ne nous appartient pas. Je reviens oui, un peu sur... on va revenir sur la... Mais en fait, c'est par rapport au poste, je voudrais revenir dessus. J'entends bien que la personne passe actuellement, mais en fait, il n'y a eu que cette personne-là qui s'est présentée. Il n'y avait pas d'autres personnes avec les compétences qui avaient directement les diplômes, les compétences acquises ou l'expérience acquise. C'était ça, en fait, vraiment le fond de la question. On a reçu plusieurs CV, on a analysé les CV. Dans l'ensemble des CV, personne n'était de catégorie B. Là, c'est un fonctionnaire, celui-ci. Il est de catégorie C, il prépare son concours.
il est en train de le préparer. Normalement, si ça passe bien, on espère pour lui qu'il va l'avoir. Mais non, il n'y avait pas de personnes de catégorie B qui ont postulé. D'autres commentaires sur ce sujet? D'accord. Donc je peux la soumettre au vote. Au niveau de ce point 1 sur la transformation de poste, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Monsieur Mouich? Je suis pour. Je vous remercie. Monsieur Talbourdel, vous pouvez continuer. Merci, monsieur le maire. Modification des tableaux des effectifs. Suite avancement de grade 2020. Vu le tableau des propositions d'avancement de grade pour l'année 2020. Vu l'avis favorable de la Commission des ressources humaines du 2 février 2021. Sur proposition de monsieur le maire, il est proposé à l'Assemblée municipale de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er mars 2021. Suppression de postes à temps complet suivants. Un poste d'ATSEM principal deuxième classe. Un poste auxiliaire puéricultrice principale deuxième classe. Un poste de rédacteur. Un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe. Suppression de postes à temps non complet suivants. Un poste d'éducateur des APS à temps non complet 0,70%. Y a-t-il des commentaires sur cette proposition? Pas de commentaires, je la soumets au vote, si vous en êtes d'accord. Avis contraire? Abstention? Monsieur Mouich? Je suis pour. Je vous remercie. Autorisation de signature de monsieur le maire sur les contrats d'emploi saisonniers sur le point info-tourisme, autrement dit le musée de Montoire. Présentation par monsieur Talbourdel Didier, adjoint aux ressources humaines. Vu la loi 84-53 du 26/1/2004, modifiée autorisant les collectivités territoriales à recruter des agents non titulaires pour faire face à un besoin occasionnel pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Considérant l'avis de la Commission des ressources humaines en date du 2 février 2021, considérant qu'il est nécessaire de faire appel à des agents saisonniers pour le point info-tourisme, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir procéder à un recrutement de deux agents non titulaires pour le point info-tourisme selon les conditions suivantes. Donc c'est la période du 21 juin 2021 au 5 septembre 2021 inclus, plus une journée de formation à l'Office du tourisme Brière. Un emploi, donc c'est saisonnier à temps non complet, 18/35e, soit 18 heures par semaine. Au grade d'adjoint administratif non titulaire, le cycle de travail, c'est 6 heures par jour pendant 6 jours consécutifs et 6 jours de repos. La rémunération sur la base de du premier échelon de l'échelle C1. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires sur ce sujet? Bon, c'est une délibération habituelle tous les ans. Ce qu'il faut, c'est croiser les doigts pour que les musées aient le droit d'ouvrir. Ça va être un peu compliqué, mais on va rester optimiste. Je vous soumets cette autorisation de signature pour les contrats d'emploi saisonniers au vote. Avis contraire? Abstention? Monsieur Mouich? Je suis pour. À l'unanimité, je vous remercie. Convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 44, prestation de calcul des allocations d'aide de retour à l'emploi, ARE, autorisation de signature du maire, présentation par monsieur Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et notamment sur l'article 25. Vu le décret numéro 85-643 du 26 juin 1985 relatif au centre de gestion, vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Loire-Atlantique en date du 13 décembre 2016, décidant de mettre en place la prestation calcul des allocations d'aide au retour de l'emploi, vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Loire-Atlantique en date du 13 décembre 2016, autorisant son président à signer les conventions ayant pour objet le calcul des allocations d'aide au retour à l'emploi, l'ARE,
Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Loire-Atlantique en date du 13 décembre 2016 fixant les tarifs pour la prestation du calcul des ARE, vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique en date du 16 octobre 2019, confiant au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée l'ensemble des transferts des dossiers de demande d'allocation pour perte d'emploi ainsi que le suivi mensuel des collectivités territoriales qui y sont affiliées. Considérant que l'indemnisation au titre de l'allocation chômage doit être versée par la collectivité au lieu et en place de Pôle emploi conformément à la réglementation en vigueur, considérant l'avis de la Commission ressources humaines du 2 février 2021, considérant que le centre de gestion de Loire-Atlantique a mis en place une prestation de calcul des allocations d'aide au retour à l'emploi, il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions relatives à la prestation des calculs des ARE, annexe numéro 3, accepter les conditions financières de cette prestation. Merci Didier. Sur le sujet de la convention, y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires. Je vous la soumets au vote. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Monsieur Mouich? Je suis pour. Je vous remercie à l'unanimité. Sujet suivant, projet éducatif de l'accueil jeune. Présentation par Monsieur Julien Grégoire, conseiller délégué à la jeunesse et sport. Bonsoir. La commune a décidé de créer une structure jeune pour les 14-18 ans. Cet accueil de loisirs sans hébergement doit ouvrir en juillet 2021. Dans ce cadre, la ville de Monteur de Bretagne a élaboré un projet éducatif qui traduit l'engagement de la commune et fixe les orientations éducatives. Ces objectifs ont été formulés à partir de l'analyse du territoire. Au regard du diagnostic et des valeurs présentées, 4 principes éducatifs ont été retenus pour l'accueil jeune. Organiser une offre d'animation diversifiée, accessible et équitable. Développer et soutenir l'autonomie. Favoriser l'expression et la citoyenneté. Aller au-devant des publics et les accompagner. Le projet de la municipalité est de donner aux jeunes de la commune les moyens de s'épanouir et de trouver les appuis nécessaires pour construire leur projet de vie. À travers cette nouvelle structure jeunesse, la commune se donne une mission de réussite éducative. Ce projet éducatif est en cohérence avec le contrat enfance-jeunesse et les objectifs du PEDT Montferrand. Il constituera la pierre angulaire de la politique communale jeunesse. Le projet éducatif de l'accueil jeune fixe donc les orientations avec les valeurs et objectifs généraux, les moyens globaux, mais également l'évaluation et la communication. La commission sport-jeunesse a donné un avis favorable au projet éducatif de l'accueil jeune le 21 janvier 2021. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir adopter le projet éducatif de l'accueil jeune tel que présenté et annexé à la présente délibération, annexe 4. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à effectuer les démarches administratives, juridiques et financières relatives à la création de cette structure d'accueil de loisirs sans hébergement. Merci Julien. Est-ce que cette délibération amène des commentaires, pardon? Pas de commentaires? Bon. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Monsieur Mouich? Je suis pour. Je vous remercie à l'unanimité. Merci Julien pour la présentation. Sujet suivant, convention pour la formation entraînement bâton avec la commune de Guérande, approbation et autorisation de signature du maire. Présentation par Monsieur Hervé Battistella, conseiller délégué à la sécurité des quartiers. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre de la formation au maniement des bâtons de défense, les policiers municipaux sont dans l'obligation d'effectuer 2 FE, formation d'entraînement minimum par an. La commune de Guérande ayant au sein des effectifs de sa police municipale un agent titulaire du certificat de MBTPI, moniteur de police municipale au bâton et technique professionnelle d'intervention, ce qui lui permet d'assurer la formation d'entraînement des policiers municipaux.
Il est donc possible, dans ces conditions, aux policiers municipaux des communes de Cap-Atlantique et autres communes du secteur de se joindre aux policiers municipaux de la ville de Guérande pour la dispense de cette formation. Il est donc proposé de signer une convention entre les communes de Guérande et Montoire de Bretagne pour que les policiers municipaux puissent bénéficier de cette formation. La formation est assurée à titre gratuit par la commune de Guérande. Les dates d'entraînement prévues pour le premier semestre 2021 sont le lundi 18 janvier 2021, le lundi 15 février 2021, le lundi 22 mars 2021, le lundi 19 avril 2021 et le lundi 17 mai 2021. Au gymnase de Kerbignou de 9h à 12h. À savoir que suite à la pandémie, les entraînements n'ayant pu avoir lieu en 2020, la préfecture de Loire-Atlantique demande qu'une formation d'entraînement soit effectuée avant le 31 mars 2021. Considérant l'avis des membres de la commission quartier et sécurité sollicité par voie électronique le 10 février, dans la mesure où il n'y a pas eu de commission et comme le permet le règlement intérieur du conseil municipal, il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver cette convention, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention. Merci Hervé. Y a-t-il des interrogations, des commentaires concernant cette convention pour la formation de l'entraînement de nos policiers municipaux? Pas de commentaires, pas de remarques particulières. Je vous soumets cette convention, cette délibération pour la convention au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Monsieur Mouich? Favorable. Je vous remercie à l'unanimité. Je fais juste un petit aparté, ce n'était pas forcément prévu, mais comme on parle de la police municipale, je voulais, à travers ce conseil municipal, remercier justement nos policiers municipaux, ainsi que les citoyens montoirins et la gendarmerie de Montoire, puisque c'était une action conjointe de ces trois populations d'avoir permis d'arrêter un malfaisant qui traînait sur la commune. Et indépendamment de ça, je voulais aussi faire remarquer à notre vénérable Assemblée le travail accompli par la gendarmerie de Montoire, où j'ai une écoute attentive sur les actions qui sont effectuées rue de Lorraine. Donc c'est bien un travail conjugué entre la police municipale, les citoyens de Montoire qui se sont bien investis dans ce travail, et bien sûr la gendarmerie que j'ai eu l'occasion de féliciter à plusieurs reprises. Voilà. Le sujet suivant, modification des statuts du CIDELA. Présentation par Monsieur Chartier Bruno, adjoint aux travaux, à la voirie et à l'environnement. Bonsoir. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5211-17, L. 5211-18 du CGCT, L. 5211-19, L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants. Vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu la loi numéro 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vu la délibération numéro 2020-63 du 5 novembre 2020 adoptée par le Conseil syndical du CIDELA et portant modification statutaire, considérant que par la délibération en date du 12 décembre 2019, la communauté d'agglomération Cap-Atlantique a pris la décision d'adhérer au CIDELA avec transfert et de la compétence, réseau et services locaux de communication électronique à compter du 1er janvier 2020. Considérant que par délibération en date du 28 mars 2019, la communauté d'agglomération de Pornic-Aglo, Pays de Ray, ainsi que l'ensemble de ses communes membres ont accepté l'adhésion de la commune du Villeneuve-en-Ray à l'intercommunalité. Cette intégration a également été validée par délibération du 17 juillet 2019 à la commune en question. Considérant que cette adhésion et le changement d'EPCI de rattachement de la commune de Villeneuve-en-Ray doivent être pris en compte dans les statuts du CIDELA. Considérant qu'il est nécessaire d'engager une modification des annexes 1 et 2 des statuts du CIDELA, confère annexe numéro 6, sur les points ci-après. Annexe 6.1. Liste des collectivités adhérentes, ajout de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique.
Annexe 6.2, répartition des sièges de délégués au comité syndical pour les collèges électoraux. Ajout de la communauté d'agglomération Atlantique au collège électoral, presqu'île de Guérande, Atlantique, sans modification du nombre de sièges au conseil syndical. Transfert de la commune Villeneuve-en-Ray au conseil électoral de Sud-Ray Atlantique vers le collège électoral de Pornic-Aglo, Pays de Ray, sans modification du nombre de sièges au conseil syndical pour chacun des 2 collèges électoraux concernés par le transfert. Vu l'avis favorable des membres de la commission de travaux sollicités par voie électronique dans la mesure où il n'y a pas eu de commission et comme le permet le règlement intérieur du conseil municipal, il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver les nouveaux statuts du CIDELA et leurs annexes, approuver la modification du périmètre du CIDELA suite à l'intégration de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique et au transfert de la commune de Villeneuve-en-Ray vers le collège électoral de Pornic-Aglo, Pays de Ray. La présidente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du CIDELA. Merci Bruno. Y a-t-il des commentaires ou des interrogations sur cette adhésion? On n'est pas impacté, puisque c'est simplement une extension de la capacité de CIDELA à intervenir hors nos murs. Donc s'il n'y a pas d'interrogation ni de commentaires, je vous soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Monsieur Mouich? Je suis pour. Je vous remercie. À l'unanimité. Convention... non, ça si, c'est des conventions. Convention de mise à disposition des services du CIDELA dans le cadre de la réalisation d'audits énergétiques sur le patrimoine de la commune. Approbation et autorisation, signature du maire. Présentation par Bruno Chartier, adjoint aux travaux, à la voirie et à l'environnement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts du CIDELA et notamment l'article 6.3, vu l'avis de la commission de travaux informatiques du 3 décembre 2020, considérant que Montagne de Bretagne est adhérente au syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique, CIDELA, notamment pour la compétence d'autorité organisatrice des missions de services publics afférentes au développement et à l'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité. Considérant que dans le contexte actuel de lutte contre le dérèglement climatique, de raréfaction des ressources et d'augmentation des coûts énergétiques, le CIDELA a souhaité s'engager auprès de ses collectivités adhérentes afin de les accompagner dans leurs actions de transition énergétique. Considérant que l'article L. 222-24-31 du CGCT autorise les établissements publics de coopération intercommunale et par analogie les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique de l'énergie de réaliser ou de faire réaliser ces actions tendant à maîtriser la demande d'énergie. Considérant que le CIDELA, par le biais de son service transport énergétique, met à disposition de ses collectivités adhérentes ces services dans le cadre de la gestion énergétique de leur patrimoine et notamment la réalisation d'audits énergétiques des bâtiments et prestations complémentaires associées, de diagnostic des usages et prestations complémentaires associées, considérant que le CIDELA prend en sa charge 20% des coûts d'études et que l'ADEME les subventionne à hauteur de 30%, le reste du coût des études sera donc à la charge de la collectivité. Considérant qu'il est possible d'estimer que le montant de ces prestations réalisées dans ce cadre s'élèverait à 38 077,75 € hors taxe, soit 45 693,30 € TTC. Ce montant est prévisionnel. Le montant définitif sera établi en fonction du coût réel des audits réalisés. Considérant que le reste à charge de la commune est donc estimé à 20 325,87 € hors taxe, soit 24 391 € TTC, il est demandé à l'Assemblée nationale de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition des services du CIDELA dans le cadre de la réalisation des audits et études définies ci-dessus, d'approuver le remboursement des frais de fonctionnement du CIDELA pour la réalisation des audits réalisés dans le cadre de la dite convention. Merci Bruno, mais nous sommes en assemblée municipale et on n'est pas encore à l'Assemblée nationale. Peut-être un jour, s'il y a des gens qui ont des velléités, c'est la fatigue de la fin de semaine et c'est le manque de soleil peut-être qui agit. Au moins ça détend l'atmosphère. Merci Bruno.
Donc, mesdames et messieurs les députés, la convention de mise à disposition de services, est-ce que ça nécessite des commentaires ou des interrogations particulières? Je vous remercie. Nous allons soumettre au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Monsieur Mouich? Je suis pour. Ok, merci beaucoup. À l'unanimité. Révision des statuts du parc naturel régional de Brière, modification des participations. Présentation par Monsieur Yann Lemintec, conseiller délégué à l'environnement et aux travaux. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que les statuts du parc naturel régional de Brière prévoient une clause de réexamen des participations statutaires tous les 3 ans. L'objectif est de pouvoir anticiper l'évolution et de mettre en adéquation les besoins et ressources de la structure en tenant compte d'éléments suivants. Besoins actualisés de la charte, glissement vieillesse de la technicité, augmentation des charges et de l'inflation. Au regard actuel, l'indexation annuelle des participations financières aurait pour conséquence une baisse de manœuvre de la marge financière du syndicat mixte et donc une baisse de sa capacité à se mobiliser sur de nouveaux projets. C'est pourquoi le parc a engagé une démarche de révision des participations statutaires pour la période 2020-2021. 2022. En 2020, c'était 1 €. On ne l'a pas noté dans le dit document, mais c'était 1 € par habitant avec un maintien du plancher de 4 000 €. Pour 2021, au niveau des communes, contribution de 1,05 € par habitant, maintien du montant plancher de 4 000 €. Au niveau des EPCI, contribution de 0,30 € par habitant DGF et 0,006 € par point de potentiel fiscal. À compter de 2022, au niveau des communes, contribution de 1,10 € par habitant, suppression du montant plancher. Au niveau des EPCI, contribution de 0,30 € par habitant DGF et de 0,0065 € par point de potentiel fiscal. La suppression du montant plancher, c'est pour les petites communes comme Mesquières et hors agglomération, parce que pour eux, ça leur fait quasiment un doublement du versement de la dotation. Donc, c'est un rééquilibrage au niveau de toutes les communes de l'agglomération du parc. Pour la contribution de la commune, en 2020, ça a engagé un coût de 7 320 €. Pour 2021, 7 581 €, soit une augmentation de 261 €. Et pour 2022, 7 942 €, soit 622 € de plus, soit 900 € de plus sur la période. Vu l'avis favorable de la Commission urbanisme-environnement en date du 20 janvier 2021, il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la proposition d'évolution des statuts du parc naturel régional de la Brière. Merci Yann. Y a-t-il des commentaires sur ce sujet? Pas de commentaires? Donc je soumets au vote. Avis contraire. Abstention. Monsieur Mouich? Je suis pour. Avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Bien vacant, 100 mètres. Incorporation des parcelles AT29 et AT30 dans le domaine privé communal. Présentation faite par Monsieur Michel Molin, adjoint à l'urbanisme. Bonsoir. Je rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a engagé une procédure de reconnaissance de biens vacants 100 mètres pour les parcelles suivantes. AT19, le Pré des Vallées, dans la ZAC de la Providence. AT30, le Pré des Vallées, dans la ZAC de la Providence. Ces deux parcelles font l'objet d'une procédure d'expropriation engagée par la Carène dans le cadre de la création de la zone d'aménagement concertée de la Providence. La procédure bien vacant 100 mètres permet aux communes de se rendre propriétaires des biens dont le propriétaire est inconnu et pour lesquels depuis plus de 3 ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers, dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de 30 ans sans héritier ou en laissant des héritiers n'ayant pas accepté la succession. Il s'agit de parcelles non bâties
Le service de la publicité foncière ainsi que la direction des finances publiques ont été consultés préalablement à l'examen de ce dossier en commission communale des impôts directs. Les propriétaires ne se sont pas fait connaître dans le délai de 6 mois qui a suivi l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par l'article LT 123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, affichage des arrêtés, transmission aux représentants de l'État, publication dans un journal local et notification aux ayants droit le cas échéant. Dès lors, ces immeubles sont présumés sans maître au titre de l'article 713 du Code civil. Ces derniers peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. L'article L. 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques impose l'obligation à la commune d'incorporer ces biens dans le domaine privé communal dans un délai de 6 mois à compter de la vacance présumée du bien. Un arrêté municipal constatant cette incorporation sera ensuite publié au service de la publicité foncière. L'Assemblée, oui, s'est exposée, vu l'article 713 du Code civil, vu l'article L. 112-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu l'avis de la Commission communale des impôts directs du 6 mars 2020, vu les arrêtés municipaux du 23 juin 2020 constatant que les parcelles énumérées n'avaient pas de propriétaire connu, vu l'avis de publication en date du 26 juin 2020 paru dans le journal Ouest-France, vu l'avis favorable de la Commission urbanisme environnement en date du 20 janvier 2021, considérant la vacance présumée de ces parcelles, il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir exercer ses droits en application des dispositions de l'article 713 du Code civil et de l'article L. 1123-3 alinéa 4 du Code général de la propriété des personnes publiques et donc d'incorporer les parcelles AT29, le Pré des Vallées et AT30, le Pré des Vallées dans le domaine privé communal. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre les arrêtés constatant l'incorporation dans le domaine privé communal de ces immeubles et à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. Merci Michel. Cette délibération apporte-t-elle des commentaires ou des interrogations? Donc vous avez le plan, une photo aérienne de la parcelle pour bien localiser ces terrains dans la rue Henri Gautier. Si vous n'avez pas de commentaires ni d'interrogations, je soumets à votre vote. Avis contraire. Abstention. Monsieur Mouich. Je suis favorable. Je vous remercie à l'unanimité. Nous poursuivons sur le bilan des mutations foncières 2020. Présentation par Monsieur Michel Molin, adjoint à l'urbanisme. Je rappelle à l'Assemblée l'obligation pour les communes de plus de 2000 habitants de débattre au moins une fois par an du bilan de leur politique foncière, loi du 8 février 1995. Un tableau récapitulatif des mutations immobilières doit être annexé au compte administratif dans les communes de plus de 3500 habitants. La cession concerne un terrain de 1295 m² issu des biens vacants 100 mètres, situé rue Pierre-Lotil et réparti en zones U et N du Pluy. La configuration de la parcelle en lanière entre les propriétés privées rendait son entretien difficile et ne permettait pas d'y réaliser une opération en site propre. La commune a donc répondu favorablement à la demande des 3 riverains souhaitant agrandir leur propriété. Leur propriété, pardon, excusez-moi. Donc le tableau ci-dessous pour info. L'échange foncier a consisté en un échange de parcelles en lanière entre une propriété privée et une propriété communale. Conformément aux objectifs du PLH, programme local de l'habitat, cet échange a permis une restructuration foncière, un désenclavement de parcelles, une nouvelle offre de terrain à bâtir. Vous avez les informations dans le tableau en dessous. L'acquisition du local CSM, Club Sportif Montoirin, a été réalisée par dévolution suite à la dissolution du club. Il s'agit d'un transfert à titre gratuit à la commune du bâtiment de l'association. La dévolution transfère le bien par cet acte notarié. Vous avez les infos dans le tableau ci-dessous. L'Assemblée, oui, s'est exposée. Vu les tableaux des mutations foncières, vu l'avis favorable de la Commission urbanisme environnement du 20 janvier 2021,
considérant que ces mutations réalisées en 2020 par la commune de Montoire de Bretagne s'inscrivent dans le cadre d'opérations de restructuration foncière, objectif du PLH, répondent à un cadre réglementaire d'évolution, il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir reconnaître le bien fondé de ces mutations. Merci Michel. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération concernant les mutations? Pas de commentaires, pas d'observations. Je soumets au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Monsieur Mouich? Je vous remercie. Rapport d'activité 2019 de la SPL Stran Information, présentation par moi-même et représentant à la Stran. L'article L. 1524.5, 7e alinéa du Code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis par leurs représentants au conseil d'administration des sociétés publiques locales. Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Il est précisé que ce rapport d'activité a été adressé au préalable par voie électronique à l'ensemble des élus et qu'un exemplaire papier a été remis à chaque président de groupe politique et qu'il est également consultable au secrétariat général. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1524.5, 7e alinéa, il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir prendre acte du rapport d'activité de la SPL Stran pour l'exercice 2019. Donc c'est ce rapport que vous avez dû recevoir par voie électronique et les présidents en papier. Y a-t-il des observations? Des commentaires? Monsieur Mouich? Pas de commentaire. Oui, mais ça ne veut pas dire si tu es d'accord ou pas. Je suis d'accord, je suis pour. Je te remercie. Sujet suivant, rapport d'activité 2019 de la SPL Saint-Nazaire, agglomération, tourisme, information. Présentation par Thierry Noguet, le maire, et représentant à cette institution qui est la SNAT. L'article L.1524.5, 7e alinéa du Code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis par leurs représentants au conseil d'administration des sociétés publiques locales SPL. Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Il est précisé que ce rapport d'activité a été adressé au préalable, comme le précédent, par voie électronique à l'ensemble des élus, qu'un exemplaire papier a été remis à chaque président de groupe politique et qu'il est également consultable au secrétariat général. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1524.5, 7e alinéa, il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir prendre acte du rapport d'activité de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme pour l'exercice 2019. Y a-t-il des commentaires sur ce sujet? Je vous la soumets donc au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Monsieur Mouich? Je vous remercie. Nous poursuivons par le compte-rendu des décisions, article L.2122-22 du CGCT, présentation par moi-même. En application de la délégation qui lui a été donnée par le conseil municipal du 10 juillet 2020, en vertu de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rend compte des décisions qui ont été prises. Arrêté du maire du 10 décembre 2020 pour la fixation des tarifs municipaux, tarifs relatifs aux droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics. Vous retrouvez les éléments en annexe 10. Décision du 17 décembre 2020. Reconduction express du contrat d'entretien et toutes les interventions de dépannage du matériel frigorifique, de cuisson, de préparation, de distribution et de laverie dans les bâtiments communaux pour une année à compter du 1er mars 2020. Attributaire établissement Biard, 12-8 rue Seguin, zone de Bray à Saint-Nazaire. Montant annuel 2 529 € hors révision annuelle. Imputation budgétaire ATE 61 56 251. Décision du 17 décembre 2020, reconduction express du contrat de maintenance et d'assistance du progiciel Octime et du matériel pour une durée
d'une année à compter du 1er septembre 2021. Attributaire Octime 2 Allée de l'Innovation à Biron, montant annuel 1 345,79 € hors taxes et hors révision, imputation budgétaire sur le compte 61 56 020. Décision du 17 décembre 2020, reconduction express du contrat d'hébergement et de maintenance du site internet de la mairie pour une année à compter du 1er janvier 2021. Attributaire Innovagora, 14 rue du Font-Pernant, Technopolis à Compiègne, montant annuel 560 € hors taxes, hors révision, imputation budgétaire sur le 61 56-020. Décision du 17 décembre, reconduction express du marché d'entretien des espaces verts et prestations de désherbage, lot numéro 1, entretien d'espaces verts de Bellevue et de la Mouillet pour une année à compter du 1er janvier 2021. Attributaire à l'ESAT Océanis APEI Ouest à Saint-Nazaire, montant annuel 9 374,85 € hors taxes, hors révision, imputation budgétaire sur le compte 61 521-823. Décision du 17 décembre, reconduction express du contrat de maintenance du logiciel de restauration scolaire Nutridata pour une année à compter du 1er janvier 2021. Attributaire Prestarest qui se situe à Saint-Denis, montant annuel 871,30 € hors taxes, hors révision. Imputation budgétaire sur le compte 61 56-251. Décision du 17 décembre 2020, reconduction express du contrat de maintenance des systèmes de sécurité incendie pour une année à compter du 1er janvier 2021. L'attributaire, c'est la société Ineo Atlantic Service qui se situe à La Chapelle-sur-Erdre pour un montant annuel de 1 920 € hors taxes, hors révision, imputé sur le compte 61 56-20. Décision du 17 décembre 2020, reconduction express du marché d'entretien des espaces verts et prestations de désherbage lot numéro 3, entretien des espaces verts secteur HLM Ersin Auvergne pour une année à compter du 1er janvier 2021. Attributaire Saprena qui se situe à Boueil pour un montant annuel de 1 048 € hors taxes, hors révision. Imputation budgétaire sur le compte 61 521-823. Décision du 17 décembre 2020, reconduction express du marché d'entretien des espaces verts et prestations de désherbage lot numéro 4, entretien des espaces verts du hameau de la Fuie pour une année à compter du 1er janvier 2021. L'attributaire est la Saprena, toujours située à Boueil, pour un montant annuel de 600 € hors taxes, hors révision, imputé sur le compte 61 521-823. Décision du 17 décembre, reconduction express du marché d'entretien des espaces verts et prestations de désherbage lot numéro 5, entretien des espaces verts du hameau de la Taillée pour une année à compter du 1er janvier 2021. L'attributaire, toujours la Saprena, toujours à Boueil, pour un montant annuel de 1 537 € hors taxes, hors révision, imputé sur le compte 615-21-823. Décision du 17 décembre, toujours reconduction express du marché entretien des espaces verts et prestations du désherbage lot numéro 6, entretien des espaces verts du hameau du Furbin pour une année à compter du 1er janvier 2021. L'attributaire Saprena à Boueil pour un montant annuel de 299 € hors taxes et hors révision. Imputation budgétaire sur le compte 615-21-823. Reconduction, toujours sur la décision du 17 décembre, express du marché d'entretien des espaces verts et prestations de désherbage lot numéro 7. Entretien des espaces verts du hameau du Haut-Pré pour une année à compter du 1er janvier 2021. Attributaire, toujours la Saprena pour Boueil. Pardon. Pour un montant annuel de 594,50 € hors taxes, hors révision, imputé sur le compte 615-21-823. Toujours une décision du même jour, reconduction express du marché d'entretien des espaces verts et prestations de désherbage lot numéro 8, entretien des espaces verts du hameau du HLM Batrégono pour une année à compter du 1er janvier 2021. Toujours Sabrena à Boueil pour un montant de 920 € hors taxes et hors révision, imputation sur le compte 615-21-823. Décision du 17 décembre, toujours, reconduction express du marché d'entretien des espaces verts et prestations de désherbage lot numéro 9, entretien des espaces verts du parc de Gron pour une année à compter du 1er janvier 2021. Attributaire Saprena à Boueil pour un montant annuel de 2 517 € hors taxes, hors révision, imputé sur le compte 615-21-823.
Reconduction express du marché entretien des espaces verts et prestations de désherbage lot numéro 11, désherbage des trottoirs de Bellevue pour une année à compter du 1er janvier 2021. Attributaire à l'ESAT foyer La Soubretière à Savenay pour un montant annuel de 3 090 € hors taxe, hors révision. Impact budgétaire sur le compte 615-23-822. Décision du 22 décembre. Signature d'un contrat de maintenance de progiciel des services de l'état civil et des ressources humaines pour 3 années à compter du 1er janvier 2021. L'attributaire est la société Berger-Levrault, qui est située à Boulogne-Billancourt pour un montant annuel de 4 275,67 € hors taxe, imputé sur le compte 6156-020. Décision du 28 décembre. Signature d'un contrat de maintenance des portes et portails dans les bâtiments communaux pour une année à compter du 1er janvier 2021, renouvelable 3 fois une année par tacite reconduction. L'attributeur ThyssenKrupp Ascenseur, qui est situé aux Sorinières pour un montant annuel de 2 360 € hors taxe, imputé sur le compte 6156-020. Décision du 18 janvier 2021. MAPA du 8 décembre 2020, assistance à maîtrise d'ouvrage, complexe sportif Bonnefontaine. Attribution du marché à Sport Initiative SAS qui est situé à Requeil, dans la Sarthe, pour un montant de 20 910 € hors taxe, soit 25 092 € TTC. Si après les recettes perçues au titre du fonctionnement des cimetières communaux pour la période du 11 décembre 2020 au 29 janvier 2021, vous me faites grâce, s'il vous plaît, de ne pas énumérer le détail, le montant total s'élève à 744 €. Ensuite, et j'en terminerai là, l'achat de nouvelles concessions cases plaques commémoratives pour un total de 848 €. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole pour une note d'information qui s'intitule « Ouvrir des espaces de liberté ». Et donc, c'est la première étape du projet d'aménagement d'un espace de loisirs qui va se situer au parc aventurier. Présentation par Monsieur Julien Grégoire, conseiller délégué à la jeunesse et au sport. Merci, Monsieur le maire. Il semblait avant toute chose important de rappeler que la présentation de ce dossier a été faite en commission jeunesse et sport en date du 21 janvier 2020, qu'il nous semblait dès lors pertinent de présenter celui-ci ce soir au conseil municipal. Le projet présent a pour objectif donc l'ouverture d'espaces de liberté sur l'ensemble de la commune de Montoir-de-Bretagne. L'idée de ce projet part d'un triple constat. L'évolution démographique de la population nous amène à voir l'émergence de nouveaux besoins liés notamment aux espaces de loisirs pour les jeunes. L'émergence également de nouveaux modes de pratique sportive qui nous incitent à penser et prévoir la création de nouveaux équipements permettant des pratiques libres et autonomes, mais également le peu d'espaces de loisirs de proximité sur la commune de Montoire. La volonté poursuivie au travers de ce projet est de repenser la place des aménagements sportifs et de loisirs sur l'ensemble de la commune et dans l'espace public, mais également favoriser et accompagner l'émergence de nouvelles pratiques urbaines, dites libres ou auto-organisées. Donc ces équipements auront pour but de devenir des lieux de vie, de dialogue, mais également favoriser le vivre ensemble et surtout créer de l'interaction sociale et intergénérationnelle. Donc la première étape de ce projet d'aménagement est caractérisée par sur le parc de l'Aventurier. Alors, il nous semble important aussi de rappeler le choix de ce parc. Donc le choix de ce parc s'est porté donc, par sa proximité directe des différents équipements publics, le collège, les écoles, le complexe sportif, centre de loisirs, mais également la structure jeunesse. La localisation centrale sur la commune au niveau du bourg, mais également et surtout le cadre de verdure exceptionnel que comporte ce parc. Donc sur la photo ci-après, on peut y voir la superficie de ce parc et le positionnement donc, entre l'avenue de Lorraine et la voie ferrée. Les objectifs donc, visés sur l'aménagement de ce parc, on va le retrouver sur la diapo d'après, sont donc de créer un espace ludique, sportif, familial et convivial pour étoffer l'offre de loisirs sportifs de proximité, permettre une réappropriation de cet espace public, le sécuriser et en faire un lieu de vie, favoriser la pratique des jeunes et répondre aux besoins de multiples utilisateurs. Il s'agirait également de créer un lieu de rencontre et de mixité intergénérationnelle.
Pour ce faire, au jour d'aujourd'hui, plusieurs aménagements ont été imaginés. Premièrement, un parcours de pump track avec une partie pour les débutants. Donc le pump track est une piste ludique d'apprentissage des sports de glisse, trottinette, roller, BMX, skate, etc. Mais également une structure de jeu en bois destinée aux 3-10 ans avec la présence de balançoires, toboggans, diverses cabanes. Un terrain de pétanque, mais également de mulki, sans oublier un espace de détente avec des bancs, table de pique-nique. Donc, vous retrouvez sur cette diapo une idée de l'aménagement de ce parc avec donc une partie centrale en jaune destinée à l'aire de pump track, une partie en orange plutôt destinée à l'accueil d'aires de jeu et la partie plutôt bleue donc qui serait l'espace détente convivialité avec des terrains de pétanque, mulki, mais également un espace dédié au pique-nique. Sur la partie droite de la diapo, il y avait un exemple de pump track. Alors, vous voyez à l'écran l'exemple de Toulouse. Donc, l'exemple de Toulouse ressemblerait au projet pressenti sur la commune puisqu'il s'intègre parfaitement dans un cadre de verdure et présente la particularité sur la photo haute d'avoir deux pistes distinctes. La piste en haut à gauche, plutôt destinée aux confirmés ou un petit peu plus grands, et la piste à droite entièrement scindée, donc elle plutôt dédiée aux enfants andrésiennes, donc pour assurer la sécurité des pratiquants. Voilà. Le rétro-planning poursuivi sur l'aménagement de ce parc, donc 3 phases sont prévues. En 2021, la construction de la piste de pump track. Dans un deuxième temps, l'aménagement du parc avec la maîtrise d'œuvre, donc qui prendra en compte la circulation, l'accessibilité, le cheminement, l'éclairage, mais également la sécurisation de l'espace. Et un troisième temps avec l'implantation d'aires de jeu et divers aménagements. Vous pouvez le retrouver sur le petit diapo en dessous, avec les différents phasages prévus jusqu'en 2023. Alors, ce projet n'a pas été monté seul, bien entendu. C'est un projet que l'on a souhaité partager donc avec les jeunes. Donc, concerter les jeunes, c'est pour nous échanger sur leurs besoins, leurs pratiques, répondre aux questions, recueillir leurs avis, mais également communiquer sur les différentes étapes d'avancement du projet, tel que vous avez pu le voir sur la diapo juste avant. C'est aussi les impliquer sur différents niveaux. Donc, ils devront et seront... on en est sur les relais vers les autres jeunes, de manière à être les ambassadeurs de celui-ci. Il sera aussi important de les mobiliser lors de la présentation aux habitants, lors de visites de chantier, mais également participer à l'inauguration de cet espace. Une communication sera également faite dans l'objectif d'informer les habitants, les riverains et les partenaires. Donc pour cela, des points presse, des manifestations sur le site au printemps pourraient être prévues, donc forcément sous réserve des conditions sanitaires. Donc, les jeunes, premier acteur du projet, sur la diapositive, enfin sur l'écran, vous pouvez voir une première réunion qui s'est tenue en mairie le mercredi 20 janvier 2021. Suite à la présentation que je viens de vous faire, il nous semblait important que les jeunes puissent s'exprimer devant les membres du conseil municipal. Cependant, au vu du contexte sanitaire actuel, ils ont souhaité s'exprimer au travers de la vidéo que vous allez pouvoir découvrir à suivre. Bonjour, je m'appelle Catel Lefur, j'ai 11 ans, j'habite à Trignac et j'aime pratiquer la trottinette et le vélo. Bonjour, je m'appelle Nathan Ledreff, j'ai 11 ans et j'habite près du parc de l'Aventure. Je fais de la trottinette. Je m'appelle Mathis Delalande, j'ai 13 ans, j'habite à Lancé et je fais souvent du vélo. Bonjour, je m'appelle Salem Zahir, j'ai 11 ans et demi. J'habite à Bellevue, à côté de l'école Albert Masson. Moi, j'aime pratiquer du vélo, de la trottinette, du roller et un tout petit peu de skateboard. Alors, je m'appelle Tommy Gallet, j'ai 11 ans, j'habite à Montoire, à côté de la gendarmerie, je fais de la trotte. L'avantage qui est un pump track à Montoire, c'est que déjà on n'aura pas besoin de faire beaucoup de route pour en avoir un. Et puis moi je pense qu'il va y avoir assez de monde qui va venir. J'aimerais qu'il y ait un pump track à Montoire parce que j'en ai marre de faire tout le temps la route. Et par exemple si mes parents ils veulent pas que m'emmener à d'autres skateparks, je pourrais aller tout seul à Montoire. J'en ai marre d'aller à Saint-Nazaire ou assez loin de la maison pour aller au skatepark. Il faut se rejoindre avec les amis et ça nous évite d'aller à Saint-Nazaire.
Pourquoi j'aimerais qu'il y ait un pump track à Montoire? En fait, c'est parce que à chaque fois, on doit aller Trignac, Saint-Nazaire, Bordeaux, des trucs comme ça. Du coup, voilà, ce serait mieux d'avoir un pump track où on habite juste à côté. On peut pas besoin de prendre la voiture et ça gaspille pas d'essence et ça pollue pas. Est-ce que ce serait possible que des artistes fassent des graphes pour découvrir un peu le pump track? J'aimerais bien qu'il y ait de la végétation aussi, ça peut être beau. Des tables, des bancs, des toilettes et des poubelles. Et surtout qu'il n'y ait pas de gens qui font n'importe quoi. Ah, c'était bien. Intéressant. J'ai bien aimé parce qu'ils nous ont présenté des plans, des vidéos. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça bien. Et après, ça nous implique aussi dans le projet. J'ai pensé que c'était bien la réunion à la mairie, vu qu'on pouvait s'exprimer, on pouvait poser des questions et on avait directement la réponse. Je m'appelle Elias Péréon, j'habite à Montagne-de-Bretagne, à côté du collège. J'ai participé à la réflexion avec les juniors avant pour l'aménagement pour les jeunes au parc des Canards. Je trouve ça très bien que la mairie aujourd'hui fasse un projet comme ça parce que ça va occuper les jeunes, ça va les faire sortir de leur maison, etc. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 14 ans, je suis en 3e et j'habite derrière l'ancien terrain de foot de la Stéphanoise. L'année dernière, j'étais dans le groupe de la réflexion avec Michael et on avait demandé à avoir 2 rampes avec une barre de slide et un bitume propre pour pouvoir bien faire de la trottinette. On a fait 3 réunions. On a parlé du budget, on a parlé combien ça allait nous coûter, si on était bien dans les normes et tout. Merci Julien pour ta présentation. La petite vidéo, c'était un peu, comme c'est bientôt les vacances scolaires, enfin c'est les vacances scolaires je crois à partir de ce soir, donc un peu de fraîcheur. Ça fait du bien de recevoir les jeunes en mairie et on a créé un groupe de travail qui, ces mêmes jeunes pilotés par l'OSCM font partie d'un groupe de travail qui seront chargés de suivre les travaux et donc on fera des visites de chantier si forcément la pandémie nous le permet. Mais c'était vraiment une excellente opportunité. Les jeunes, au départ, ils étaient prévus de rester 1 heure et en fin de compte, 2h30 après, ils étaient encore là et c'est les animateurs qui ont été obligés de les sortir de la salle parce qu'il y avait d'autres impératifs au niveau de l'OSCM. Donc franchement, un projet intéressant en collaboration avec les jeunes montoirs qui correspond à une demande puisque je rebondis sur un article. Alors, M. Pétrel n'est pas là, mais comme il a un représentant, il pourra toujours lui rapporter. Et puis, il pourra voir aussi le conseil municipal en replay s'il a un peu de temps. Puisque dans la presse, au mois de janvier, il a annoncé que nos projets coïncidaient avec les leurs et qu'en fin de compte, on avait, entre guillemets, pompé leur programme. Alors, j'emploie le mot volontairement pompé parce que comme on va faire un pump track, c'était peut-être prémonitoire.
Alors d'abord, on n'a pas pompé le programme de qui que ce soit, puisque nous avons été la première liste unie pour Montoire à sortir notre programme. Donc c'était juste pour rectifier, on va remettre l'église au centre du village, et sans polémiquer. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Et pour terminer mon propos, juste un petit point sur la campagne de vaccination qui préoccupe tout le monde, puisque c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc Géraldine m'a fait un petit topo sur donc Géraldine Bonabal du CCAS. Et comme l'information est diffusée sur les réseaux, ça permettra aussi, alors je ne suis pas persuadé que la population regarde ça, mais ça permettra à tout le monde de diffuser cette info. Pour ce qui concerne spécifiquement Montoire, après échange avec un médecin généraliste, le cabinet médical va être doté de vaccins AstraZeneca à compter du 25 février pour les publics au-dessus de 50 ans, mais qui ira moins de 55 ans avec facteur de risque. Donc je rappelle la cible, donc 25 février, et le public entre 50 et 65 ans possédant un facteur de risque. Nous avons tenté avec la Carène à plusieurs reprises d'interpeller l'État et l'ARS. Pour l'instant, ça reste lettre morte. Alors vous avez dû voir ça et là que par exemple à La Baule, il y avait un centre de vaccination, alors qui doit fonctionner un petit peu mais à compte-gouttes. Donc aujourd'hui, on est tous dans l'expectative, on attend, on n'a pas de mesures. J'ai été avec le sous-préfet ce matin, je l'ai relancé à ce sujet. Bon, il a haussé les épaules parce qu'il y a manifestement un manque de communication entre les services de l'État et l'ARS, sachant que c'est l'ARS qui pilote le dossier. Donc voilà, on reste dans l'expectative. Donc je vous remercie de votre participation. Je voulais remercier aussi les gens qui ont capté la vidéo en espérant que tout s'est bien passé. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de contraintes, mais à première vue, ça a l'air d'aller parce que bon... Et puis je remercie les journalistes pour le travail remarquable qu'ils font comme habituellement. Et vous remercie aussi, chers collègues, de votre participation. Et comme c'est les vacances scolaires, je vous souhaite de bonnes vacances scolaires si vous partez en vacances et au retour au mois de mars. Monsieur Mouich, je vous remercie de votre participation à distance. J'espère que vous avez passé un bon moment sur votre canapé. Par contre, j'entendais le chien des fois aboyer, donc il faudra le surveiller la prochaine fois. Bien sûr, monsieur le maire. Bonne soirée à tous et merci.